Dans la vidéo précédente, qui était la première, hein, on a vu deux types d'incertitudes, les incertitudes de type A et de type B. Et donc, ce qu'on a vu, c'est que d'une façon générale, on donnait toujours un résultat comme quelque chose qui était une estimation, hein, on partait toujours de l'estimation plus ou moins une certaine incertitude type. Hein, donc un intervalle compris entre estimation moins incertitude type et estimation plus incertitude type, avec donc soit l'incertitude de type A, soit l'incertitude de type B. L'incertitude de type A, on a fait plusieurs mesures et on va avoir donc une estimation qui est la moyenne sur les différentes mesures et ensuite plus ou moins une incertitude type qui s'écrit comme étant le U de x, enfin exactement U de x bar, mais c'est U de x sur racine de n, où le U de x se calcule par la formule chaque xi son écart à la moyenne, on élève au carré, on divise le tout par n moins 1, attention, pas oublier le moins 1, et on prend la racine. Donc ça, c'est la recette, parce qu'après tout, in fine, même si c'est très important, comme dans la première vidéo, de bien décortiquer, d'expliquer, in fine, il faut avoir ça en tête comme une recette. Voilà la recette pour l'incertitude de type 1. Pour l'incertitude de type 2, il n'y a pas n mesures, mais il n'y a qu'une seule mesure. Et donc, comme il n'y a qu'une seule mesure, ce qu'on fait, c'est que on définit un intervalle dans lequel on est sûr de trouver la valeur. Cet intervalle, il vaut 2 delta. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est que donc l'intervalle où on est sûr à 100% d'avoir la valeur, bah, c'est le milieu. Donc, on va noter x bar moins delta, x bar plus delta. Hein, donc, x bar plus ou moins delta. Mais pour avoir un intervalle où on a une probabilité de 68% de trouver la valeur, on va se ramener à une distribution, à partir d'une distribution qui est en fait une distribution uniforme de trouver la valeur entre la plus petite possible et la plus grande possible. Et bien par rapport à ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va construire finalement une courbe qui suit le profil gaussien qu'on a vu dans l'incertitude de type A. Et on va donc écrire notre mesure, le résultat de notre mesure comme étant x bar plus ou moins u de x sur racine de 3. Donc, vous voyez, la différence ici, c'est que là, on était sûr de trouver la valeur, tandis qu'ici, on a déterminé l'intervalle de confiance à 68%. Et là aussi, hein, on est sur à chaque fois dans cette formulation-là, une intervalle de confiance à 68%. Ce qu'on a très rapidement raconté, mais qui n'est pas utile dans le cas de la prépa, c'est que si je mettais un facteur 2 ici, si je vais mettre une autre couleur, si je mettais un facteur 2 ici, j'aurais un intervalle de confiance à 95%. Mais dans le cadre de la prépa, on se limite à cet intervalle à 68%. Voilà, donc ça c'est un petit récapitulatif de ce qu'on a fait la dernière fois. Ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est la façon dont les incertitudes, elles se répercutent. C'est-à-dire que vous mesurez par exemple, et ça on y a déjà été confronté à l'occasion du TP de Faucométrie, vous mesurez la distance entre deux points. Bon, en fait, vous allez mesurer une position, pardon, x1, vous allez mesurer une position x2, et vous, la distance que vous mesurez, elle est le résultat de deux mesures, puisque vous allez faire x2 moins x1 pour avoir la distance. Donc, il y a une incertitude sur x2 et il y a une incertitude sur x1. Alors, c'est un exemple, mais on pourra en prendre plein d'autres. Par exemple, quand vous faites la mesure d'une concentration par un dosage, vous savez, vous dosez un acide par une base, et puis à l'équivalence, c'est un exemple qu'on va retrouver d'ailleurs à la fin de ce chapitre, vous faites CAVA égale CBVB, si les coefficients stoichiométriques sont égaux à 1, et vous déterminez finalement, et vous dites, voilà, la concentration de A, elle vaut CB fois VB sur VA. Donc, vous allez déterminer CA à partir de grandeurs qui ont été elles-mêmes mesurées. Vous avez une incertitude sur VB, vous avez sur CB, une incertitude sur VB, une incertitude sur VA. Donc là encore, vous allez avoir à partir de différentes incertitudes, une incertitude qui se répercute. Donc on va parler d'une propagation de l'incertitude. Et c'est ce dont il est question dans la deuxième partie qui est ici. Hein, donc, ce qui va nous intéresser, c'est le processus de mesure indirecte d'une grandeur. Indirecte en sens où on ne mesure pas directement, c'est ce qui est écrit ici, hein, on ne mesure pas directement une grandeur, mais on cherche à obtenir sa valeur à partir de la mesure d'autres grandeurs dont elle dépend. Et après, on utilise la relation mathématique qui les relie. Alors, en fait, dans le cadre du programme, il n'y a que deux formules à connaître. Moi, je vous donnerai quand même après le cas général parce que bon, c'est toujours instructif et puis ça permettra de comprendre des choses qu'on a dites ici. Nous, les deux trucs qui sont à connaître, ils sont là. Il y a quand on a une incertitude qui est de type somme ou différence.
Hein, donc, vous avez une relation comme ça avec des alpha et bêta. Alors, somme ou différence, parce que le bêta, il peut être positif comme négatif, quoi. Hein, c'est des valeurs qui sont réelles, positives ou négatives. Et puis, quand vous avez un quotient avec éventuellement en plus, ou un produit un quotient avec des exposants. Donc voilà, ça, c'est les deux formules à connaître qu'on ne démontrera pas, mais qu'on pourrait démontrer avec la formule générale. Mais ce n'est pas l'objet. Là, c'est vrai qu'on est sur vraiment de la boîte à outils. Ce qu'on est en train de raconter là, c'est de la boîte à outils et surtout bien comprendre l'application. Donc, le premier cas, c'est quand vous avez, ben ça rentre exactement, et c'est ce qu'on avait vu en TP, quand vous avez par exemple une relation du type y de x1, x2 égale alpha x1 plus bêta x2. Donc, vous mesurez x1, x2 pour avoir y. Par exemple, ici, vous voyez, mon y, ça sera, là j'ai un y de x1, x2 qui s'écrit moins x1 plus x2. Donc, mon coefficient alpha, il vaut 1, moins 1, pardon, et mon coefficient bêta, il vaut 2, dans l'exemple qui est ici, si je prends cette forme générale. Mais en tout cas, quand vous avez cette forme générale, la recette dit que l'incertitude sur y, elle s'exprime en fonction des incertitudes sur x, sur les x, enfin là en l'occurrence x1, x2, et vous avez l'incertitude sur y qui est la racine de la somme des carrés de l'incertitude sur x1, avec le coef alpha ici, et le carré de bêta x2. Alors, on va essayer de donner un exemple concret, alors avec justement une mesure sur un rail gradué en millimètres. Donc, on a un émetteur et un récepteur, ça pourrait être la position d'une lentille et d'un écran, enfin bon, peu importe. Vous avez deux positions et vous voulez mesurer la distance entre les deux objets dont vous avez mesuré la position. Donc, par exemple, vous avez trouvé une position P1 pour ici l'émetteur, une position P2 pour le récepteur. Donc, ce qu'il vous faut déjà, c'est remarquer que la distance, c'est la différence entre P2 et P1. Donc, si on applique la définition, on va avoir ça pour l'incertitude sur D. Je peux le reprendre au tableau. Si on a une incertitude sur D, enfin, pardon, si on a un D, alors c'est pas un X, c'est un P, mais c'est pareil, hein, P2 moins P1. Et ce qu'on a dit, c'est que l'incertitude, donc quand vous avez quelque chose qui s'écrit alpha x1 plus bêta x2, vous avez une grandeur qui s'exprime comme ça en fonction de deux autres, l'incertitude que vous avez sur y, ça va être égal à la racine de alpha, l'incertitude sur x1 au carré, et puis bêta, l'incertitude sur x2 au carré. Donc déjà, il faut avoir séparément l'incertitude sur P1 et P2, mais si on applique cette formule, donc ici, vous allez avoir U pour Y, donc ici c'est D, la distance, c'est la racine de alpha et puis U de x1, donc c'est qui est mon x1. Alors, il y a des 1 et des 2, mais c'est pareil, hein, je vais appeler ça, si je mets avec pour respecter les 1 et les 2, ça fait ça, comme ça. Donc j'ai d'abord un alpha qui vaut moins 1 ici. Mon premier, mon alpha, c'est moins 1. Donc j'ai, pardon, je fasse, c'est alpha qui vaut moins 1, donc j'ai moins l'incertitude sur P1, mais bon, de toute façon, c'est au carré, donc le moins, il va disparaître. Et le deuxième bêta, il vaut plus 1, et c'est l'incertitude sur P2, au carré. Donc finalement, l'incertitude sur D, c'est la racine carrée de l'incertitude que j'ai sur P1 au carré, et l'incertitude que j'ai sur P2 également au carré. Maintenant, il faut que je trouve séparément l'incertitude sur P1 et P2, mais ça, on sait faire d'après ce qu'on a dit la dernière fois, et que je vous ai rappelé. Non, je n'ai pas rappelé ça. Non, j'ai juste rappelé l'incertitude type A et type B, mais ça, je ne l'ai pas rappelé. Mais on va le redire tout de suite. L'incertitude sur une position donnée, c'est ce qu'on a raconté un peu plus haut ici. C'est qu'on détermine le delta. Donc, vous êtes avec un rail qui est gradué en millimètres. Donc, vous avez un intervalle sur lequel vous êtes sûr à 100% de trouver la valeur. C'est, si la position elle est, mettons, P1 par là, vous avez une largeur qu'on appelle 2 delta. C'est la convention qu'on avait présentée dans la précédente vidéo. 2 delta, c'est 1 millimètre. Donc, votre delta, il vaut un demi-millimètre. Et donc, ça veut dire que vous allez avoir pour U de P1, eh bien, ce que vous avez mesuré pour P1, et ensuite plus ou moins delta sur racine de 3. Et ça, c'est la recette de façon. Oh, pardon, excusez-moi. J'ai une bêtise, évidemment. Je suis en train de donner l'intervalle. L'incertitude, pardon, U de P1, c'est juste le delta sur racine de 3 tout court. Et c'est la valeur, évidemment, P1 qui après sera égale, que j'ai mesuré, qui va être égale au P1 moyen, plus ou moins, justement, cette incertitude de delta sur racine de 3. Je voulais écrire ça, même si ce n'est pas nécessaire ici, pour dire que ça définit l'intervalle de confiance à 68%.
Hein, on a dit on veut se ramener à un intervalle de confiance à 68%. Donc, delta sur racine de 3, vous allez le mettre pour P1. Et évidemment, pour P2, ça sera la même chose. Hein, vous aurez exactement la même chose. Donc, vous voyez, ici, vous allez avoir votre U de P1 et votre U de P2, qui sont les mêmes. Donc, delta sur racine de 3. Le delta, c'est la moitié de l'intervalle sur lequel on est sûr que la valeur, elle se trouve. Donc, la moitié du millimètre, 0,5 mm. Et divisé par racine de 3, ça vous fait 0,29 mm. Donc finalement, votre U de D, ça va être égal à racine de 2, parce que évidemment, c'est deux fois la même chose, hein, U de P1 et U de P2 étant les mêmes. Je peux écrire que U de D, c'est racine de U de P1 au carré et encore U de P1 au carré. Donc U de D, c'est racine de 2 U de P1 au carré. Et si je sors le U de P1 de la racine, et que je ne sors pas la racine de 2, je ne peux pas, hein, ce 2 il est là, il n'y a pas de carré pour le 2. Donc ça va faire racine de 2 fois UP1. Donc racine de 2 de cette incertitude là qu'on a calculée. Racine de 2 de la valeur de 0, je sais plus, 0,29. Hein, donc ça fait 0,41 mm ou en centimètres 0,041. Donc là, du point de vue de la présentation du résultat, remarquez que comme on l'a dit dans la première séance, vous gardez deux chiffres significatifs. Bon, là, ça tombe bien, on en a deux, 0,041 si on se met en centimètres. Et puisqu'on avait mesuré une distance de 8,4 cm. Donc, on a 8,4 cm, mais je ne laisse pas 8,4. Remarquez que je ne mets pas 8,4 plus ou moins 0,041. La règle, c'est deux chiffres significatifs pour l'incertitude et ensuite, la valeur estimée, je la mets avec, donc là, la distance qui a été mesurée, quoi, je la mets avec autant de décimales, autant de chiffres après la virgule. C'est-à-dire, si je vais jusqu'au millième pour mon incertitude, je vais également au millième pour D. Donc ça, c'est la première règle. C'est la première règle qui vous donne l'incertitude quand vous connaissez les incertitudes de x1 et de x2, les incertitudes type, pardon, de x1 et de x2, dans une relation comme ça, qu'on pourrait qualifier de linéaire, quoi, avec alpha x1, bêta x2. Là, on est sur un modèle différent. On a un produit, donc vous voyez, on traite les produits, et en plus, ça gère non seulement des produits, mais il pourrait même y avoir des exposants. Donc, par exemple, c'est notre exemple précédent, parce que tout à l'heure, je donnais l'exemple d'une solution dont on faisait le dosage. Et bien, si c'est le cas, vous voyez que vous avez quelque chose, alors il n'y a pas les exposants, mais on était arrivé à CA égale CB, VB sur VA, autrement dit CB, VB, VA moins 1. Donc, j'ai un produit. Alors, évidemment, là, il n'y a que deux termes, mais il pourrait y en avoir plus. Il pourrait y avoir des X3 exposants gamma, etc. Et on va utiliser la formule qui est là. Vous voyez, ça rentre dans la formule parce que vous avez des grandeurs avec des exposants. Grandeur CB, exposant 1, grandeur VB, exposant 1, grandeur V, exposant moins 1. Donc ça va se prêter à cette deuxième partie. Mais notez la grande différence. Ici, la formule nous donne accès à directement l'incertitude type qu'on cherche, le U de Y. Là, ce n'est pas tout à fait pareil. Là, ce que vous avez dans la formule qui sont reliés, ce sont les incertitudes type relatives. Donc, par rapport à l'incertitude type tout court, par exemple, vous avez une incertitude type de autant, peu importe, je reprends les valeurs, par exemple, que j'avais ici, juste pour avoir un support, un exemple. Par exemple, j'ai P1 qui vaut 20,2. J'ai P1 qui vaut 20,2. Et j'ai U de P1 qui vaut, c'est pas là, j'ai U de P1 qui vaut 0,29. On est en millimètres, hein, dans les deux cas, il faut bien veiller évidemment à être dans les mêmes unités. Et l'incertitude absolue, c'est juste ça, l'incertitude type absolue, bah, c'est l'incertitude type tout court. C'est pas que c'est une valeur absolue, enfin de toute façon c'est une grandeur positive, mais c'est juste que c'est la valeur de l'incertitude. Ce qui va nous permettre de construire, on sait maintenant l'intervalle, quoi. L'intervalle de confiance. Mais l'incertitude relative, c'est ce U de P1 divisé par P1. C'est-à-dire c'est l'incertitude type qu'on a sur la valeur qui est mesurée. Donc en l'occurrence ici, ça serait un 0,29 sur 20,2. C'est ces grandeurs-là qui interviennent dans cette formule-là. C'est-à-dire que cette formule, elle ne relie pas des incertitudes, elle relie relie pas directement des incertitudes type, mais des incertitudes type relatives. Ce qui fait que ça nécessiterait une petite gymnastique si après on veut revenir à l'incertitude type tout court. Hein. Voilà. Alors l'exemple classique, ben, voilà, c'est le dosage. C'est ce que je vous donnais. Vous avez deux solutions.
vous avez une solution avec basique, avec un volume V1 et puis une concentration C1 qui est justement inconnue. Donc là, c'est la concentration de la base qu'on veut. Et puis, c'est dosé par une solution d'acide, suivant une réaction de dosage qui est toute simple, avec une stoichiométrie 1,1, quoi, 1 H au moins et 1 H3+, donne 2 H2O. Donc, à l'équivalence, vous avez cette formule-là. Cette formule qui vous donne la concentration de la solution basique à l'équivalence. Donc, on est bien dans ce modèle, hein, vous voyez, on a bien comme un Y de X1, X2, mais en plus, on a rajouté un X3, ça on a le droit, hein, avec un coef, ben, grand C devant qui vaut 1, il n'y a pas de coef. Et puis après, des X1 exposant alpha, donc il y a qui? Il y a V2 exposant 1, V1 exposant moins 1, et C2 exposant alpha, donc l'alpha, il vaut 1. Hein, donc ça c'est pour rendre compte de cette formule. Eh bien, la formule, elle nous dit que on prend la racine, je ne l'ai pas commenté, hein, cette formule encore, mais elle est là. Donc, en fait, c'est encore des sommes de carrés qui interviennent, avec, comme tout à l'heure, finalement, vous voyez, avec les coefficients alpha et bêta, qui sont cette fois-ci des exposants plutôt que des facteurs de vent, mais enfin, c'est pareil. Et la grande différence, c'est qu'il y a les incertitudes relatives qui interviennent. Donc après, bon voilà, il y a un travail de mémorisation qu'il faut faire. Et encore une fois, je vais vous montrer comment on peut retrouver ces formules par une formule générale, mais ce n'est pas l'esprit dans lequel il faut aborder ça. Après, si pour vous, pour votre compréhension, c'est important, faites-le. Si ça permet d'ancrer ça dans votre esprit, c'est bien, faites-le. Mais ce n'est pas la priorité. Donc en tout cas, vous avez donc des incertitudes, une incertitude type relative qui va s'exprimer comme ça. Elle va s'exprimer comme ça, donc avec alpha, bêta et gamma, que j'ai bien identifié. Ce sont les exposants qui valent 1, moins 1. Bon, de toute façon, au carré, ils vont tous donner 1. Quoi. Et vous avez vos incertitudes. Alors après, pour aller plus loin dans cet exercice, ça, c'est juste bien montrer la propagation de l'erreur, montrer comment l'incertitude qu'on a sur C2 et sur V2 et sur V1 se répercute sur le résultat final, bien sûr. Mais après, on peut regarder un petit peu. Ça nous fait aussi un exercice d'application de choses qu'on a dites plus tôt et aller regarder comment on trouve ces valeurs-là dans l'énoncé. Par exemple, il y a 3 incertitudes en fait. Hein. Il y a celle sur C2, celle sur la concentration et celle sur les volumes. Alors, regardons ces données de façon différente justement, donc ça peut être intéressant. Regardons l'incertitude sur la concentration. Comment elle nous est donnée dans l'énoncé? Comment vous allez l'exploiter en exercice? Parce que c'est concrètement ça qu'il va falloir voir ou en TP. Donc, l'incertitude relative type sur C2, c'est 1%. Voilà. On a cette information-là. Donc, direct, on vous dit, en fait, là, vous avez directement l'information, on vous dit, l'incertitude type relative, U de C2 sur C2, c'est 0,01, pas 5%. Vous avez directement l'information qui vous est donnée. Il n'y a rien de plus à calculer. Et c'est ce que vous avez ici, 0,0. Alors oui, j'ai fait une faute. Enfin, je fais une faute. J'ai fait, oui, une grosse imprécision dans le cadre, parce qu'avant, c'était comme ça dans le cadre des anciens problèmes. Dans le cadre de nouveaux problèmes, il faut donner les incertitudes avec 2 chiffres significatifs. Hein, donc, je mets un 0 ici pour ajouter un deuxième. Hein, on a nos 2 chiffres significatifs comme ça ici. Donc, ça, c'est pour le U de C2. Maintenant, il nous faut voir pour U de V1. Alors, on regarde, on lit l'énoncé. Le volume V1 de solution basique a été prélevé à l'aide d'une pipette jaugée de 20 ml, dont la classe, alors là, on vous donne la classe. La classe, c'est le delta. C'est ce qu'on a dit plus haut dans le cours, quand on a dit que quand on avait un appareil de mesure, eh ben le delta était parfois fourni par la notice. J'aurais pu le rajouter ici, mais c'est la même chose quand vous avez, par exemple, un appareil la verrie de chimie, où on va vous donner la classe. La classe, ça va vous donner de la même façon le delta, et on va traiter ça exactement de la même manière. C'est-à-dire qu'on va prendre le delta, et on va le diviser par racine de 3. Hein, ce delta, il vous donne encore une fois la demi-largeur de l'intervalle où je suis sûr de trouver la valeur. Et si je divise par racine de 3, ça me définit l'intervalle de confiance à 68%. Dans ce genre d'exo, vous voyez par exemple à quoi ça sert. C'est que on pouvait trouver absurde de se dire mais pourquoi je vais chercher à avoir un intervalle à 68% alors que finalement je suis sûr à 100% si l'intervalle c'est moins delta, delta. Enfin, si la largeur c'est de delta. La réponse, c'est que quand on utilise cette formule-là, il faut que les incertitudes aient toutes le même sens et qu'on soit globalement pour tout avec un intervalle de confiance à 68%. On ne peut pas avoir des langages différents, c'est-à-dire des U qui renvoient à des incertitudes différentes. C'est pour ça qu'il faut faire ça. Quoi. Donc, le U de V1, vous voyez, c'est delta sur racine de 3. Le delta, c'est ce qui est lu donc c'est la classe de
la pipette. C'était pour la pipette, c'est ça? Je ne dis pas une bêtise. Ouais, c'est pour la pipette jaugée. Donc, c'est 0,020. Vous divisez par racine de 3. Surtout, vous gardez deux chiffres significatifs pour avoir, donc, pour être conforme à la nouvelle norme là, en termes d'incertitude. Et après, vous calculez l'incertitude relative en prenant cette valeur et en la divisant par V1. Hein, c'est-à-dire le pourcentage d'erreur, d'incertitude, pardon, par rapport à la valeur qui est estimée. Et ça vous fait, alors pareil, on garde bien nos deux chiffres significatifs, là, 0,0060. Il reste V2. Alors V2, c'est aussi un volume, mais l'incertitude, elle va se déterminer différemment, puisque là, on lit une burette graduée. Elle est graduée tous les 0,1 millilitres. Donc là, finalement, si vous voulez l'approche, c'est la même que la lecture sur un rail, par exemple, sur un banc d'optique. C'est-à-dire que vous avez des graduations, et entre deux graduations, on vous dit, il y a 0, je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. Vous avez, peu importe, vous avez deux graduations. Ça burette, donc vous avez 0, 1, donc vous avez un delta, un 2 delta, pardon, un 2 delta qui vaut 0, il vaut 0,1, c'est ça. Une burette graduée tous les 0,1 mm. Tous les 0,1 mm. Donc, pour un dosage, regardez comment ça se passe. Au début, il y avait un 0. Vous aviez fixé le 0. Et puis, au bout d'un moment, le volume de liquide, il a baissé. Le volume de solution, il a baissé parce que vous avez versé, évidemment, en bas dans le bécher où vous faites le dosage. Hein, là, vous faites votre dosage. Donc, le niveau, il a baissé, il a baissé, il a baissé. Et vous lisez quelque chose comme ça. Et là, le piège, ça serait de se dire, il n'y a qu'une lecture à faire parce que le 0, on sait où il est, et donc je lis ça. Non. Comprenez bien que le 0, lui aussi, quand vous avez rempli votre burette, quand vous avez dit elle est remplie, elle est à 0, mais c'est parce que vous avez estimé que le 0, il était là. Il y a quand même eu une lecture à ce moment-là, de fait. Donc, quand vous estimez le volume final, le volume versé, pardon, ce volume versé que j'ai noté V2, oui, parce que c'est V2, eh ben, c'est le volume final, le volume que vous lisez à la fin, le VF que vous allez lire ici, moins ce que vous avez considéré comme le V0, comme le 0, quoi. Mais ce 0, c'est pas vrai. Enfin, vous avez dit, voilà, là, il y a 0, mais vous avez 0 ici parce que vous l'avez lu ici, pas parce qu'il vaut rigoureusement 0 ici. Donc là encore, on est sur une mesure de distance, c'est-à-dire il va falloir regarder l'incertitude que vous avez sur V2, elle va être racine de, c'est comme si vous aviez des alpha et des bêta ici, mais bon, ça fait 1 et moins 1, donc ça va faire U sur le volume final au carré, et plus U sur le volume initial au carré. Hein, l'incertitude sur la lecture du 0 au carré, plus l'incertitude sur la lecture du VF au carré. Il y a les deux. Pardon. Non, pas ça. Ouais. Donc voilà, donc l'incertitude sur V2, ça va être la racine de ça. Parce qu'on est renvoyé ici à une différence, et la formule somme-différence, c'est la première formule. Donc on a des incertitudes absolues et pas relatives. Hein. Et après, pour chaque U, comment on fait? Eh bien, on prend pour largeur de l'intervalle où on est certain de trouver l'erreur, 0,1. Hein, ce qu'on a dit tout à l'heure. On a dit le delta, le 2 delta, il vaut ce 0,1. 0,1 millilitre. Donc ça veut dire que, pardon, je le remets ici, si mon 2 delta il vaut 0,1 millilitre, ça veut dire que mon delta il vaut 0,05, ou j'anticipe déjà qu'il faudra deux chiffres significatifs, 0,50 millilitres, et je calcule comme ça mon delta sur racine de 3. Et ensuite, ce que je vais dire, c'est que je vais prendre la valeur centrale qui est lue, plus ou moins, ce delta sur racine de 3. Hein, donc, pardon, à part que là, j'ai juste besoin des incertitudes, pardon, je n'ai pas besoin de construire l'intervalle. Je parle de la construction de l'intervalle, mais là, j'ai uniquement besoin de ça. J'ai uniquement besoin du delta sur racine de 3 qui va me donner la valeur de l'incertitude pour chacun. C'est-à-dire que pour chaque lecture, exactement comme c'était le cas tout à l'heure pour le banc d'optique, j'ai une incertitude de delta sur racine de 3 ici, et j'ai une incertitude de delta sur racine de 3 ici. Donc en fait, que je vais mettre au carré, hein, ça c'est avant de mettre au carré. Hein, donc finalement, j'ai deux fois la même incertitude. Si je reprends la démarche là, du calcul, c'est la même que celle que vous connaissez, c'est-à-dire que je vais avoir deux fois l'incertitude sur la lecture d'un volume, quel qu'il soit, que ce soit VF ou V0, voilà, sur chaque lecture. Ça va faire donc racine de 2 fois l'incertitude sur la lecture du volume, et donc ça va faire un racine de 2 de ce delta sur racine de 3.
Donc, le delta sur racine de 3, ben, je le calcule. Donc, le delta, c'est la moitié de 0,1 et 0,05. Par racine de 3, ça fait ça. Et après, racine de 2 de ça, ça fait, voilà, j'ai mis V final, mais ça pourrait être aussi V du 0, hein, c'est la même chose, quoi. Et donc, ça donne ce 0,041. Vous voyez, encore avec mes deux chiffres significatifs ici. Donc, l'incertitude maintenant relative, puisque ma formule, elle fait intervenir les incertitudes relatives, à la fin de l'histoire, c'est ça que je dois utiliser. Eh bien, je prends le 0,0041, non, n'importe quoi, je prends le 0,041 et je le divise par 10, bien sûr à condition d'être dans les mêmes unités, millilitres et millilitres. Et ça me donne ça. Donc maintenant, on peut appliquer la formule et avoir l'incertitude relative sur la concentration C1. Je prends les différentes incertitudes type relative, je les élève au carré, je prends la racine. Et je trouve avec deux chiffres significatifs que c'est 1,2%. Donc maintenant, on peut aller jusqu'au bout du truc parce que ce qui nous intéresse, l'incertitude relative, c'est ce que je vous ai dit. Je vous ai dit, ça va nécessiter à la fin une petite gymnastique, à peine, mais l'idée, c'est que, OK, vous avez une incertitude relative parce que la formule, elle vous donne ça d'une façon assez dense. Mais maintenant, si vous voulez plus l'incertitude relative, mais l'incertitude type relative, mais l'incertitude type tout court, le U de C1, il va falloir prendre ce que vous avez calculé et le remultiplier par C1. Vous avez trouvé U de C1 sur C1 égale quelque chose. Si vous voulez maintenant juste U de C1, il va falloir remultiplier par C1. Et c'est ce qu'on fait ici. Ce que vous faites juste ici, vous voyez, je remultiplie. Donc, bon, d'abord, je calcule évidemment la valeur de C1. La valeur que je calcule, elle va me donner la valeur centrale. C'est-à-dire que c'est mon estimation. Et autour de cette estimation, il y a des fluctuations qui sont données par U de C1. Donc, c'est C1, donc la concentration, fois l'incertitude relative que j'avais. Et ça me permet de retrouver comme ça 6,010-4. Toujours pareil, toujours deux chiffres significatifs. Remarquez bien l'importance de ces deux chiffres significatifs. Et donc, à la fin, vous avez une concentration qui vous est donnée. Et cette concentration, elle vaut 0,050, ce qui a été mesuré, plus 0,0006. Alors là, pareil, enfin, pas pareil, non, là, il y a un truc qui ne va pas et que je vais corriger. On va essayer de le couper. Je ne sais pas si je peux faire ça. Ou pas. Est-ce que je peux copier? Non, je veux copier, mais je ne sais pas si je peux copier. Bon, non, je vais juste recopier. Tout court. On a trouvé ça, on a trouvé 0,050. Est-ce que je peux écrire? Oui, je peux écrire. Ben voilà. Donc, ce qu'il faudrait corriger ici, c'est le nombre de chiffres significatifs. Vous voyez, vous avez un 6,010-4, donc ça veut dire qu'il faut donner autant de décimales ici qu'ici. Donc, vous allez avoir 0, je vais faire des points, pas très pratique. Peut-être ça, souligner. Non, c'est des signatures. Dessiner. Bon, c'est comme ça. Mais en fait, il faudrait avoir 0,05. 0, bon, je ne vais pas m'en sortir comme ça, je vais le dire directement, je pense que vous allez comprendre. Là, il y a 1, 2, 3, 4, 5 chiffres après la virgule. Il faut aussi 5 chiffres après la virgule, donc il faut rajouter 2 zéros ici. Je mets des petits points comme ça, c'est 2 zéros. 0,05000, plus ou moins ça. Parce que, encore une fois, on donne l'incertitude avec deux chiffres significatifs et après, on donne le résultat avec, évidemment, pour l'estimation, autant de chiffres après la virgule que vous en avez dans l'incertitude type. Donc ici, vous avez 1, 2, 3, 4, 5. Autrement dit, on va au dixième, centième, millième, 10 millième, 100 millième. On doit aller aussi jusqu'au 100 millième, donc rajouter 2 zéros à cette valeur-là. Donc, bon, la remarque qui est faite là, on l'a déjà faite, mais je redis une fois, c'est que dans le premier cas, la formule, elle donne une incertitude type, tandis que dans l'autre cas, ça donne une incertitude type relative. Donc, faites bien la différence entre les deux. Donc, ce qu'on va voir, ce qu'on peut voir ici, c'est que on peut faire ça de façon numérique. On peut générer ça de façon numérique. Et pour le générer de façon numérique, donc on va le voir, quelle que soit la loi, on peut déterminer l'incertitude type. Parce que, évidemment, quand la loi elle est plus compliquée, alors bien sûr, elle s'applique aussi au cas qu'on a vu, mais ça peut être un cas qui est plus compliqué. Alors, pardon, avant de faire ça, juste une chose. Avant de faire ça, je vais vous donner la forme la plus générale possible. Mais hop.
Voilà. La forme la plus générale possible. Si vous avez un y qui est fonction de x1, x2, etc. Alors, ce n'est pas au programme, mais ça aide à comprendre des choses. C'est pour ça que je vous l'attends. Qui a une certaine forme, peu importe, c'est une certaine fonction, il peut y avoir des ln, des exponentielles, tout ce dont vous avez envie. Eh bien, l'incertitude sur y, d'une façon générale, c'est la racine de, et à chaque fois, ça va être la dérivée de y par rapport à x1 fois l'incertitude sur x1, le tout au carré, plus, toujours la même chose, la dérivée de y par rapport à xn fois l'incertitude type sur xn, le tout au carré. Hein, donc, finalement, hein, si on l'écrit sous une forme un peu plus propre d'une somme, c'est la racine de sigma de i égale 1 à n des différents termes, dérivée partielle de y par rapport au xi fois u de xi au carré. Alors évidemment, il y a un truc qui vous surprend certainement, c'est cette histoire de dérivée partielle qu'on n'a pas vue. Et c'est pour ça que pour l'instant, alors j'ouvre une petite parenthèse et voilà, et je vais la faire jusqu'à la fin de la vidéo. Ce qu'on va faire, c'est que je vais terminer cette deuxième vidéo là-dessus. Donc, c'est pas obligatoire ce que je vais raconter maintenant. Voilà, je ouvre une petite parenthèse. Si ça vous intéresse, vous continuez à regarder. Sinon, vous pouvez passer à la troisième. Mais c'est juste pour expliquer un petit peu et puis faire le lien avec la formule qu'on a retrouvée. Comme ça, on va par exemple expliquer pourquoi concrètement, quand j'ai x1, x2 qui vaut ça, pourquoi effectivement u de y, c'est racine de alpha, enfin, alpha u de x1, enfin ce qu'on a dit, hein, mais alpha u de x1 au carré plus bêta u de x2 au carré. Hein, le tout sur racine. On va retrouver cette formule-là. Donc, en fait, ici, ben, le mieux, c'est directement de le faire là-dessus. Tiens, on va directement le faire. Une dérivée partiellement, ça veut dire, et c'est quelque chose qu'on sera amené à évoquer prochainement, quand on va parler en méca notamment, du gradient d'une force, d'énergie potentielle, et puis on va en reparler aussi beaucoup en thermo, vous avez des fonctions de plusieurs variables. En fait, quand vous dérivez par rapport juste à une variable, d'une fonction de plusieurs variables, ça veut dire vous faites comme si les autres c'était des constantes. Donc en fait, finalement, vous allez voir, c'est pas bien compliqué. Par exemple, si j'applique ma formule ici, j'applique cette formule générale à l'exemple que je suis en train de traiter. J'ai donc u, je vais plutôt le mettre ici, j'ai u de y, hein, le u de mon y qui est ici, qui est égal à racine de, et donc je vais avoir, je regarde ce que j'ai, d'abord la dérivée, ce qu'il faut que je calcule, j'ai juste deux termes si vous voulez. Hein, donc c'est pour l'instant dérivée de y par rapport à x1 fois u de x1, le tout au carré, et après la même chose avec x2, c'est-à-dire la dérivée partielle de y par rapport à x2 fois u de x2 et le tout au carré aussi. Donc ça, c'est ce que je dois calculer pour mon, pour mon u de y. Ben, calculons les dérivées partielles dans ce cas-là. Hein, pour l'instant, je ne sais pas qu'il y a ça. On va essayer de trouver cette formule, mais je ne sais pas. Pour l'instant, je pars de ça. Hein, donc ça, c'était la formule générale, j'en ai plus besoin. Là, j'ai que deux termes, donc je l'écris comme ça. Moi, j'ai besoin de calculer des dérivées partielles. Donc si je calcule les dérivées partielles, dérivons partiellement y par rapport à x1. Donc ça veut simplement dire, je fais comme si x2, c'était une constante. C'est-à-dire que bêta de x2, ça se dérive en 0, une constante, ça se dérive en 0. Et x1, bah, si je dérive cette quantité-là par rapport à x1, je vais juste trouver alpha. Donc tout simplement, ça vaut alpha. Et puis, dans le deuxième cas, si je dérive y par rapport à x2, ben, vous voyez que si je dérive y par rapport à x2, ça veut dire que je considère la variable x1 comme constante, donc elle vaut 0. Et en dérivant y par rapport à x2, je trouve bêta. Donc ça veut dire que ça, c'est bêta. Ben voilà, bon, dans cet exemple simple, ça y est, j'ai trouvé ma formule. C'est racine de alpha u de x1 au carré plus bêta u de x2 au carré, le tout racine. Hein, on retrouve effectivement la formule. Mais quand vous êtes face à une formule plus compliquée, ça peut aussi rendre service, quoi. Voilà. Alors, ce qu'on va voir dans la prochaine vidéo, mais comme je disais que là, j'allais juste faire ça, je vais traiter ça dans la vidéo qui arrive après. Ce qu'on va faire, c'est voir que finalement, dans un cas général, quand on n'a pas une relation de type produit avec des exposants ou somme, enfin les deux cas qu'on a évoqués juste au-dessus, et ben dans ce cas-là, ce que je peux faire, c'est utiliser
une méthode qui est une méthode de type Monte Carlo. Alors, les méthodes de type Monte Carlo, Monte Carlo parce qu'évidemment, ça fait référence au casino, ça fait référence au jeu de hasard. Et l'idée du jeu de hasard, enfin du hasard, c'est que en fait, on va faire répéter un grand nombre de fois l'expérience en mettant de l'aléatoire. Alors, il y a un truc qui est sympa qui se fait dans les classes de secondaire. On pourra en parler, mais ce n'est pas l'objet ici. C'est il y a un truc simple à partir d'un jeu de cible, enfin, simuler une petite cible avec un carré dans lequel est inscrit un cercle. C'est comme ça, par un petit algorithme simple, de trouver la valeur de pi. Hein, trouver la valeur de pi par la méthode de Monte Carlo. C'est peut-être un truc que vous avez dû faire d'ailleurs en lycée, en info, je pense. Je sais pas. Enfin, en tout cas, l'idée, c'est ça. L'idée, c'est d'introduire du hasard pour déterminer cette incertitude type qui se répercute, enfin, la façon dont les incertitudes types de différentes grandeurs, elles se répercutent sur une autre, quoi. Voilà. Donc, on verra ça dans la prochaine vidéo. Oh là là, j'ai pas enregistré. Ah, si, ah, si, ouf.